Astrid Panosyan, bonjour, bienvenue. Bonjour. Gérald Darmanin était hier dans votre circonscription, donc une partie du 16e et le 17e arrondissement de Paris. Est-ce que la polémique sur le Stade de France ne fait pas de lui en ce moment un ministre fragilisé, voire le maillon faible du gouvernement, comme on l'entend ? Alors, absolument pas, puisqu'hier, en tout cas, on a eu assisté à une de ces belles réunions, comme on aimerait en avoir plus souvent, dans un préau d'école où on a parlé de sujets essentiels qui sont ceux de la sécurité au quotidien. Et donc, pendant 1h30, Gérald Darmanin, en ma compagnie et celle de mon collègue Benjamin Haddad, qui est candidat dans la 14e circonscription, a pu répondre à toutes les questions que se posent les habitants de ces deux arrondissements sur la sécurité au quotidien, la délinquance, les violences intrafamiliales qui concernent également nos deux arrondissements. Et c'était quelque chose d'apaisé et de beau, parce que ça participe à cette conversation civique. Mais cette sécurité-là, c'est le ministre de l'Intérieur ou c'est plutôt la police municipale qui devrait s'en occuper ? Alors, vous connaissez le statut particulier à de Paris, avec le rôle important du préfet de police. Donc, ce sont des questions qui incombent très principalement à l'État et donc au ministre de l'Intérieur. Il y a effectivement cette création de police municipale aujourd'hui, où il y a encore des choses à améliorer. Par exemple ? Je pense à la formation du personnel de police municipale. Je pense également aux moyens dont ils disposent, parce que c'est aujourd'hui essentiellement de la verbalisation. Et il y a sans doute d'autres infractions sur lesquelles qui ennuient les Parisiens au quotidien et sur lesquels la police municipale pourrait aussi être plus présente. Le préfet de police est sur la sellette avec les méthodes notamment qu'on a vues au Stade de France où on use un peu vite du gaz lacrymogène. Est-ce que vous, si vous êtes député dans 20 jours, vous souhaiterez son remplacement ? Il est là depuis 3 ans. Moi, je m'intéresse d'abord à la sécurité des Parisiens, des Parisiennes, en tout cas dans les deux arrondissements. Ce que je constate, c'est une montée de la petite délinquance, c'est encore une fois les violences intrafamiliales. Le 16e est le deuxième arrondissement après le 18e arrondissement en termes de signalement de violences domestiques. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, les sujets sur la nomination du préfet de police, elle ne m'appartient pas. Très franchement, elle ne m'appartient pas. Les violences intrafamiliales, c'est de l'éducation d'abord. C'est de l'éducation, mais c'est de la prévention, certainement, mais c'est aussi la capacité de pouvoir porter plainte très rapidement. C'est l'accueil fait aux victimes, la possibilité pour les victimes de pouvoir quitter le foyer familial et puis surtout de sanctionner très rapidement l'agresseur. Donc il y a eu des progrès qui ont été faits, notamment en matière d'accueil des victimes, de dépôt de plainte, mais ce sont des chantiers immenses sur lesquels il faut encore collectivement s'améliorer. Le ministre de l'Intérieur sera auditionné cet après-midi au Sénat avec la ministre des Sports. 2800 faux billets identifiés samedi au Stade de France où il dit qu'il y avait 30 à 40 000 personnes qui étaient venues avec un faux billet ou sans billet. Comment croire les chiffres officiels ? Je pense que c'est une très bonne chose que le Sénat, dans son rôle de pouvoir législatif, puisse auditionner les dirigeants de l'exécutif et le ministre Darmanin ainsi que la ministre des Sports auront l'occasion de s'expliquer, chiffres à l'appui, sur ces différentes polémiques. On est dans un problème diplomatique presque. Les Britanniques protestent. On est dans un problème diplomatique, on est dans un problème de sécurité publique et d'ordre public et je pense qu'il faut mettre la lumière sur tous ces sujets et l'audition est une bonne chose. Vous vous inquiétez de voir arriver à Paris dans 2 ans pour les Jeux Olympiques des dizaines de milliers de touristes de tous les pays ? Non, je ne m'inquiète pas. Je pense qu'il faut d'abord voir les Jeux Olympiques et Paralympiques comme une immense chance. On a les moyens d'organiser ça, on a les moyens de le faire. Moi, je me rappelle encore des JO de Londres qui ont magnifiquement donné une image de Londres et puis surtout structuré sur le long terme l'urbanisme et l'organisation de la ville de Londres. Il faut avoir confiance en nos propres ressources. Ça, c'est la première chose. Et c'est une formidable chance d'accélérer un certain nombre de projets d'aménagement de Paris et du Grand Paris. Le gouvernement n'est pas épargné depuis sa nomination, il va de polémique en polémique. Est-ce que vous craignez l'ascension de la NUP, cette addition des forces de gauche qui, dans les sondages, marque des points ? Alors clairement, et pour moi, ce n'est pas l'addition des forces de gauche, c'est l'addition des forces de gauche sous une idéologie qui est devenue celle de l'extrême gauche. Je ne parle pas simplement du programme économique avec l'addition de 25 taxes, je pense aussi à des sujets, des accommodements avec l'indigénisme, avec le wokisme, avec la sortie de l'Europe. Et donc on peut regretter qu'aujourd'hui, les forces de gauche soient en France représentées par une idéologie dominante d'extrême gauche. Et je le crains parce qu'au premier tour, on voit que tous les sondages montrent finalement ce parti ainsi que la majorité présidentielle côte à côte. Donc on peut craindre effectivement beaucoup de tensions à l'Assemblée nationale, de l'obstruction et puis cette éternelle menace de la revanche sociale. Mais ça va vous faciliter la tâche au second tour d'avoir face à vous, dans de nombreux endroits en
France, un candidat étiqueté mélenchoniste, la droite modérée et une partie de l'extrême droite vont venir voter Macron? Alors ça va peut-être... Moi, je ne suis pas dans le calcul politique. C'est-à-dire qu'il y a peut-être le calcul tactique de l'issue de l'élection, mais je pense aux 5 années à venir. Et moi, ce que je souhaite, vu l'étendue des sujets que nous avons sur la table, on va peut-être en reparler, l'école, la santé, avec le déplacement de Cherbourg à Cherbourg du président de la République, sont des sujets d'une importance immense. Et il faut qu'on puisse les aborder avec sérénité et sans posture polémique. On le doit aux Français, on le doit aux professionnels qui se battent au quotidien. Et pour ça, il faut une assemblée apaisée et au travail. Et pourquoi l'idée d'une revanche sociale, ça vous fait peur ? Parce que je pense que la question sociale, elle doit se débattre en entreprise, à travers le dialogue social, elle doit se débattre à l'Assemblée nationale et pas dans la rue. Ça, c'est une tradition très française, là où des pays, ma mère est norvégienne, donc je connais l'Europe du Nord, ou même l'Allemagne, abordent ces questions avec beaucoup plus de sérénité et font souvent plus de progrès que nous, non pas par la violence ou par le bravado, mais par un dialogue au jour le jour, là où le dialogue doit avoir lieu. Et vous craignez que si Mélenchon n'est pas Premier ministre, il va essayer d'avoir un 4e tour dans la rue? Oui, il demande un premier tour, un 2e tour, un 3e. Il y aura toujours un énième tour avec Mélenchon. La lutte contre les inégalités sociales, c'est d'abord aujourd'hui la lutte contre l'inflation. Elle est à son taux le plus haut depuis plus de 30 ans. Les taux d'intérêt grimpent aussi. La loi pouvoir d'achat qui s'annonce comporte surtout des mesures ponctuelles, chèque alimentaire, bouclier tarifaire. Est-ce qu'elle n'est pas déjà sous-dimensionnée ? Alors, je pense qu'il faut frapper vite et fort, et c'est pour ça qu'on veut, comme premier projet de loi, dès juillet, mettre cela à l'agenda pour que dès août, en fait, nos concitoyens, surtout ceux qui sont plus en fragilité, puissent en bénéficier. Je pense qu'il faut faire une différence entre ce qui est ponctuel, parce que l'inflation n'est pas quelque chose de structurel, et également les mesures plutôt qui visent à l'égalité des chances. Je pense que c'est l'école, je pense que c'est le lycée professionnel, on va peut-être en parler. Après l'incroyable révolution culturelle autour de l'apprentissage, il y a beaucoup de choses à faire autour du lycée professionnel. Voilà, donc c'est deux choses. Il y a des mesures ponctuelles qu'il faut faire face à la montée de l'inflation, et il y a également un vrai agenda de transformation sur nos biens publics que sont l'école et la formation. Et contraindre les entreprises à augmenter les salaires, est-ce que ça ne doit pas être du structurel ? Alors, d'abord, il va y avoir dans cette loi, vous en avez parlé, un certain nombre d'indexations. En ce qui concerne les entreprises, il y a le triplement de la loi Macron qui peut aller jusqu'à 6 000 € hors charges et impôts. Et il y a des discussions qui sont intéressantes aussi sur la table entre entreprises et syndicats. Je crois que Bruno Le Maire a reçu un certain nombre de syndicats patronaux la semaine dernière pour regarder, non pas pour contraindre sur des augmentations de salaire, mais pour parler peut-être de dégrèvement de charges sur les heures supplémentaires, par exemple, qui peuvent coûter aux entreprises et qui peuvent se transformer en plus de pouvoir d'achat pour les salariés, avec un moindre coût pour les entreprises. Parce qu'il faut aussi parler de compétitivité des entreprises, parce que pour créer de la recette fiscale, encore faut-il qu'il y ait de la croissance et des acteurs économiques qui la créent. Le président à Cherbourg hier a annoncé une nouvelle mission sur les urgences hospitalières en France. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un rapport supplémentaire ? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'embauches massives ? Alors, c'est une mission qui va au-delà des urgences. Ça s'appelle une mission sur les soins non programmés. Et pourquoi ? Précisément parce que ça doit englober les urgences, mais également la médecine de ville et la permanence des soins. C'est quelque chose d'extrêmement important. Là où il existait des gardes jusqu'en 2000, on existe encore des gardes en pharmacie. Quand vous allez le dimanche dans une pharmacie, vous voyez... pas les médecins, c'est pas fini. Les médecins, ça s'est terminé au début des années 2000. Je pense que ça fait partie des pistes qu'il faut pouvoir regarder parce qu'on voit bien que ce qui a été décidé à Bordeaux de régulation des urgences, notamment la nuit, pour tout ce qui n'est pas urgent, n'est pas quelque chose de tenable. Il faut pouvoir aussi organiser les sujets de coordination, de meilleure coordination entre la médecine de ville et l'hôpital, et en particulier l'urgence qui finalement concentre toutes les difficultés. Donc moi, je pense qu'on a besoin de ce rapport flash, selon les termes du président, pour qu'en un mois, le professeur Braun, qui est patron des urgences du CHU de Metz, puisse, sur l'ensemble des territoires, faire un diagnostic, proposer des solutions, parce qu'il y a une vraie urgence à sauver les urgences dès maintenant. Demain, le président de la République ira à Marseille parler d'éducation. Laurent Bouvet, votre mari décédé il y a quelques mois, a combattu toute sa vie pour l'universalisme républicain. Beaucoup de ses camarades de lutte s'inquiètent de l'arrivée de Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale. Est-ce votre cas ?
Alors moi, j'ai rencontré Pap Ndiaye par le biais de mon mari. Pap Ndiaye, c'est un universitaire, c'est un américaniste, comme l'était mon mari, reconnu pour ses travaux notamment sur la question afro-américaine. Je pense qu'il faut laisser à Pap Ndiaye le temps également de prendre position sur tous ces sujets. Il a eu l'occasion d'aller à Conflans-Sainte-Honorine. C'était son premier déplacement en hommage à Samuel Paty. On l'attend sur la question de l'excellence pour tous, de l'égalité des chances. Et on l'attend aussi effectivement sur un discours républicain, parce que l'école, c'est aussi le lieu de la formation, de la citoyenneté. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'intellectuel Pap Ndiaye qui sera le ministre Pap Ndiaye. Non, mais moi, je n'ai pas envie de crier à la vindicte. J'ai envie de voir ce que font les gens, d'abord, en fonction du mandat qui leur est fait. L'important, c'est ce qu'on fait, c'est pas d'où on vient. C'est ma maxime de vie. À Paris, l'ambiance des législatives est marquée aussi par l'ambiance municipale. Hier, Oui. au Conseil de Paris, Rachida Dati s'en est pris à Anne Hidalgo, à son absentéisme. Est-ce que vous partagez la sévérité de la droite contre Anne Hidalgo ? Moi, ce que je partage depuis quelques semaines où je suis en campagne, c'est un désarroi de beaucoup de Parisiens qui sont pris d'abord en tenaille sur une gouvernance incompréhensible, avec un maire ou une maire, donc en l'occurrence une maire qui n'est pas élue au suffrage universel direct. On en a d'ailleurs parlé avec Gérald Darmanin hier. Des maires d'arrondissement qui ont finalement peu de pouvoir, peu de capacité, de moyens. Je le vois sur le logement social, je le vois sur la propreté, je le vois même sur la gestion des aires de jeu, des aires sportives, où finalement des grosses associations comme celle du 17e doivent négocier avec la mairie centrale, parce que ces gestions-là sont à place de l'hôtel de ville et pas au niveau des mairies d'arrondissement. Donc moi, c'est ça que je constate d'abord, et je me demande comment est-ce que ça peut tenir en fait, parce que c'est quand même une ville qui a un impact sur la qualité de vie et le quotidien de millions de concitoyens qui vivent ici. Donc c'est ça, ces questions-là, plutôt que les vindictes au Conseil de Paris qui m'intéressent moins. Astrid Panosyan, merci, bonne journée. Merci beaucoup.